On en parle ce matin depuis New York avec notre correspondante Sarah Andersen. Bonsoir Sarah, est-ce qu'on peut dire qu'avec ce vote, les États-Unis se dirigent vers la fin de ce shutdown ? En tout cas, le Sénat a franchi dimanche soir la première étape pour mettre fin au plus long shutdown de l'histoire des États-Unis. Un groupe de démocrates a rompu le blocus de leur parti et a finalement voté avec les républicains pour faire avancer un projet de loi visant à rouvrir le gouvernement. Le vote à 60 voix contre 40 ouvre la voie à l'accord budgétaire, mais les États-Unis ne sont pas encore sortis de l'impasse. Il ne s'agissait que d'un vote de procédure. Le texte devra encore être débattu et adopté par le Sénat, puis approuvé par la Chambre des représentants avant d'être signé par le président Trump pour mettre officiellement fin à ce shutdown. Alors, le Sénat reprendra l'examen du texte ce lundi à Washington, tandis que la Chambre prévoit un vote au cours de la semaine. Cette avancée fait néanmoins espérer un retour à la normale pour les Américains, alors que beaucoup sont épuisés. Des centaines de milliers de fonctionnaires travaillent sans être payés. Des millions d'Américains risquent de perdre leur aide alimentaire et des millions de voyageurs ont vu leur vol annulé. Et beaucoup reste à faire encore pour l'instant. La question très épineuse, par exemple, des aides aux soins de santé aux États-Unis n'a pas encore été tranchée. Effectivement, le texte débattu ne mentionne pas ces subventions de santé, un élément central du combat des démocrates lors de ce shutdown. Pendant des semaines, ils ont exigé que les républicains rétablissent des milliards de dollars pour l'assurance santé en échange de leur vote, une condition refusée par le Parti républicain. Mais après 40 jours de shutdown, un groupe de 8 démocrates a finalement estimé que la souffrance infligée aux Américains pendant ce shutdown avait changé leurs calculs. Ils ont donc choisi de soutenir l'accord avec les républicains et cet accord pour l'instant permettrait au gouvernement de reprendre ses activités sans l'extension des subventions de l'assurance santé. Cette question devra être discutée dans une future loi et fera l'objet de nouvelles négociations pour savoir si ces aides seront maintenues ou ajustées, mais rien n'indique que les démocrates obtiendront gain de cause sur ce point. Alors le vote a provoqué une réaction immédiate au sein du Parti démocrate. Certains comme Bernie Sanders ont dénoncé cet accord comme une catastrophe politique sur le plan des politiques publiques. Malgré l'obscurité et le bruit assourdissant des générateurs, ces habitantes de Kiev s'offrent un moment en terrasse. Elles se sont adaptées aux coupures régulières de courant. À l'intérieur du restaurant, il fait tout aussi sombre. Anna, la propriétaire des lieux, a investi dans un générateur pour, espère-t-elle, ramener les clients. Bien sûr, c'est toujours un défi financier. Nous devons constamment acheter du carburant et le recharger. Honnêtement, acheter un générateur n'était pas prévu. Nous avons attendu jusqu'au dernier moment, mais nous avons dû le faire. L'électricité est coupée entre 8h et 16h par jour à Kiev et dans la plupart des régions ukrainiennes en raison de délestage. Les autorités ukrainiennes n'ont pas vraiment d'autre choix. Les Russes s'attaquent depuis plusieurs semaines aux centrales électriques et aux installations gazières du pays, ce qui a plongé l'Ukraine dans le noir et ralenti l'activité des commerçants. En ce moment, par exemple, nous ne pouvons pas traiter complètement les commandes. Nous utilisons ces petits morceaux de papier pour noter toutes les commandes parce que nous ne pouvons pas les compléter et les facturer. Quant à nos aliments, ils supportent difficilement la chaleur. Sur le terrain, les techniciens travaillent d'arrache-pied pour rétablir le courant, mais les dommages causés aux installations énergétiques pourraient priver l'Ukraine d'au moins un quart de sa production électrique. Alors que le conflit s'enlise, la population se prépare à un 4e hiver très difficile. Le pays pourrait connaître des coupures de chauffage dans les prochains mois. Oui, c'est la question que tout le monde se pose à la veille de l'ouverture officielle de la COP30. Que peut-on attendre de cette 30e conférence sur le climat ? 170 pays ont déjà confirmé leur présence à Belém, en plein cœur de l'Amazonie. Néanmoins, il y a une absence qui fait, comme une ombre au tableau, c'est celle des États-Unis. La COP30 sera donc marquée par la montée du climato-scepticisme. Le président argentin Javier Milei sera également absent de cette COP, et tout cela 10 ans après les accords de Paris qui ont échoué à limiter le réchauffement climatique sous la barre des
1,5 degré. Nous nous trouvons à un moment décisif, a rappelé le secrétaire général des Nations Unies. Il n'est donc plus question de fixer de nouveaux objectifs, mais bien d'atteindre ceux qui ont déjà été fixés lors des précédentes COP. Lula avait d'ailleurs rappelé qu'il ne voulait pas que cette COP 30 ne soit qu'une énième vitrine de bonnes idées, mais bien qu'on puisse s'atteler à travailler pour tenter d'atteindre ces objectifs qui ont déjà été par le passé à de nombreuses fois traités. Ce lundi donc s'ouvrira les premières discussions par les pays sur la réduction de leurs gaz à effet de serre. Le Brésil, lui, s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre entre 59 et 67% d'ici à 2035. Le pays hôte veut d'ailleurs porter des thèmes qui ont été parfois peu étudiés lors des précédentes COP, notamment celle de la question de la justice sociale, mais également de la taxation des pollueurs. 3 semaines après le début de son incarcération, Nicolas Sarkozy va-t-il terminer sa peine chez lui ? Sa demande de mise en liberté sera examinée par la Cour d'appel de Paris et elle pourrait être acceptée compte tenu du statut de l'ancien président de la République et des menaces qui pèsent sur lui au sein de la prison de la Santé. Il est déjà doté, si vous voulez, d'un certain nombre de privilèges liés à sa fonction passée. Il a besoin d'une protection, etc. Et donc, en fait, c'est tout ce petit monde qui se déplace toujours autour de lui, y compris derrière les barreaux. C'est pas son statut en tant que tel qui va probablement guider une remise en liberté, mais c'est la complexité, finalement, matérielle de mettre en prison un ancien président de la République. Son maintien en détention n'est possible que s'il existe un risque de récidive, de fuite ou de pression et de concertation pouvant nuire au déroulement de son procès en appel. Or, les magistrats jugent ces scénarios peu probables. Si sa mise en liberté est accordée par la justice, il existe plusieurs options. Soit on peut être remis en liberté avec ce qu'on appelle un bracelet électronique. C'est assez rare dans l'attente d'une procédure d'appel. Donc le plus courant, c'est ce qu'on appelle un contrôle judiciaire, c'est-à-dire que vous sortez, vous êtes remis en liberté, mais vous avez un certain nombre d'obligations qui sont fixées par la justice. Ça peut être d'aller pointer au commissariat le plus proche de chez vous, ça peut être de rendre des comptes régulièrement de là où vous habitez, de vos activités professionnelles. La décision devrait être rendue dans l'après-midi et l'ancien président pourrait sortir de prison dans la foulée. Alors que les températures ont déjà chuté en Ukraine, la Russie frappe toujours plus fort les sites énergétiques dans le pays. Des attaques massives ont été menées au drone la nuit dernière. Au moins 4 personnes ont été tuées à Dnipro et à Kharkiv, dans l'est du pays. Dans cette ville-là, d'ailleurs, le blackout est général. Il n'y a plus d'eau, plus d'électricité et plus de chauffage. Bonjour à vous, Gauthier Rybinski. Merci d'être là, Gauthier. Ces attaques sont de plus en plus intenses et massives menées par la Russie, notamment sur des sites énergétiques, des sites stratégiques. C'est quoi l'objectif ? C'est d'exposer la population civile d'abord à des souffrances alors que l'hiver est déjà installé ? Elle n'en a jamais été épargnée, la population civile, dans la mesure où le rapport que Vladimir Poutine a établi avec les Ukrainiens, c'est un petit peu comment dire les choses ? C'est un petit peu le rapport qu'un mari établirait avec sa femme qui le quitte, c'est dire puisque tu es comme ça, eh bien je ne te considère plus. Poutine était persuadé que tous les Ukrainiens pensaient eux-mêmes être des Russes. Vous vous souvenez de ça ? Puisqu'il avait dit on va intervenir et en 2-3 jours, en une semaine, c'est réglé. Est-ce qu'il y a décidément là, à ce moment-là, quelque chose qui fait penser à la direction russe que c'est perdu sur le plan, on va dire, de la communication et sur le plan de ce que Poutine estimait être la vérité, c'est-à-dire le caractère inséparable des Ukrainiens et des Russes. C'est possible, mais si vous voulez, d'une manière ou d'une autre, que ça soit en frappant sur les infrastructures électriques ou autres, la population civile n'a jamais été épargnée, n'a jamais été ménagée dans ce conflit. Regardez la ville de Mariupol, on en a souvent parlé, on n'en parle plus maintenant, et pour cause, y a rien, il n'y a plus rien. C'est une ville qui a été massacrée, au début de cette guerre. Donc, oui, ce qui peut être décisif, excusez-moi, c'est par ricochet. Ce qui peut être décisif, c'est que la population civile fasse pression, c'est ce qu'espère Moscou, sur sa direction pour dire nous n'en pouvons plus. Il faut que ça s'arrête. Est-ce que c'est faisable ? Je ne sais pas. Jusqu'à présent, les Ukrainiens ont montré un sens absolu c'est même plus que de la résilience, c'est de dire
De toute manière, maintenant, on est allé au loin, on ne peut pas revenir en arrière. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une façon pour Moscou de dire si on pouvait aller vite et donc se présenter à des négociations en position de force? Peut-être. Parce qu'à l'inverse, l'économie russe, elle, commence aussi à souffrir beaucoup de cela. C'est une hypothèse comme une autre, mais je vois pas, enfin, ça dépend des endroits, mais je vois pas ce qui pourrait être sensiblement différent pour les civils ukrainiens. Et est-ce que alors ce serait décisif ce qui se passe du côté de Pokrovsk, cette ville présentée comme stratégique? L'étau est en train de se resserrer, le mot n'est pas galvaudé autour de cette localité. Les Russes disent encercler la ville, Kiev dément. Qu'est-ce qui se passerait là si Pokrovsk tombait, Gauthier? Ça laisse l'accès pour les Russes, notamment aux villes de Sloviansk, qui sont en fait les véritables verrous du Donbass. Bon. Donc ça veut dire que oui, peut-être qu'on a une carte, je ne sais pas. Voilà, la voici. Eh bien, elle est très bien cette carte. Alors, vous savez, enfin, il manque les villes essentielles, mais c'est pas grave. Vous montez un petit peu plus au nord. Voilà, Pokrovsk et Donetsk. Bon, Kiev est ici. Et lorsque vous voyez tout cela, ça correspond aux territoires qui sont déjà aux mains des Russes. Et si Pokrovsk saute, il y a d'autres territoires qui sont encore aux mains ukrainiennes et qui peuvent évidemment être fragilisés de ce point de vue. Donc, c'est là pour l'armée russe l'intérêt de la chose. Maintenant, quand on y réfléchit, vous vous souvenez de ce que Poutine avait dit? Il s'agit de dénazifier l'Ukraine, il s'agit de couper les liens avec l'Occident de cette Ukraine. Et vous le voyez en train de se satisfaire de ça. Oui, il y a des terres riches dans le Donbass. Enfin, quand vous considérez la Russie avec ses 17 millions de kilomètres carrés, il y a des surfaces entières équivalentes à la France qui n'ont pas été explorées, où il y a sûrement des choses en dessous. Et il irait, pour le Donbass, faire ce qu'il a fait avec, on ne doit pas être loin d'1 million de morts si on regroupe tout. Donc là aussi, il y a quelque chose, si vous voulez, qui n'est pas logique. Sur le moment, oui, ça permet de dire, si on coupe cette route, si on prend Pokrovsk et qu'on arrive à Sloviansk, on me dira, allez, on s'arrête là. Enfin, par rapport à ce que Poutine voulait faire, c'est très loin, c'est ça qui est cynique, c'est beaucoup trop de morts pour s'arrêter à ça. Pardon ? Et on approche des 4 ans de guerre. Et on approche des 4 ans de guerre. Installé dans le temps. Bien sûr. Donc voilà, c'est quelque chose qui prouve aussi le caractère un peu faiblard dans la vue de Poutine, dans les perspectives. Bon, voilà, on lui dit peut-être qu'on n'aura pas ce qu'on veut, alors on prendra un petit morceau. C'est assez lamentable. Et on y reviendra sur l'Ukraine. Merci. Le directeur général de la BBC, Tim Davie, et la patronne de l'information du groupe, Deborah Turner, démissionne, et c'est toute la BBC qui tremble. Mardi, le journal conservateur The Daily Telegraph a accusé l'audiovisuel public britannique d'avoir falsifié un discours de Donald Trump. Dès que nous avons commencé à publier nos articles, la position de Tim Davie est devenue intenable. En cause, un documentaire diffusé 1 semaine avant la présidentielle américaine de novembre 2024. La BBC est accusée d'avoir coupé des passages d'un discours prononcé le 6 janvier 2021, jour de l'assaut de ses partisans sur le Capitole. Dans le montage, Donald Trump semble leur dire qu'il va marcher avec eux sur le Capitole pour se battre comme des diables. Une phrase en réalité construite à partir de plusieurs extraits du discours. Les plus hauts responsables de la BBC, y compris Tim Davie, le patron, démissionnent tous ou sont licenciés car ils ont été pris en flagrant délit de falsification de mon excellent discours du 6 janvier. Merci au Télégraphe d'avoir dénoncé ces journalistes corrompus. En octobre dernier, le groupe a été épinglé pour avoir diffusé un reportage à Gaza sans mentionner que l'un de ses narrateurs était le fils d'un haut responsable du Hamas. La ministre de la Culture a exprimé sa préoccupation quant aux allégations de parti pris systémique de la BBC sur des sujets sensibles, dans un contexte d'attaques répétées venues notamment de l'extrême droite populiste. Il ne fait aucun doute qu'il existe des campagnes virulentes contre la BBC, que ce soit pour des raisons idéologiques ou commerciales, et que la BBC a beaucoup d'ennemis. C'est ainsi. La BBC doit vivre avec cela. En plus d'un siècle d'existence, la BBC a su traverser nombre d'épreuves. Reste que la tempête déclenchée cette semaine pourrait être particulièrement difficile à affronter pour le groupe, affaibli par des coupes budgétaires répétées ces dernières années.
L'info du jour, elle concerne l'Ukraine avec une question: comment rétablir au plus vite le courant et le chauffage? C'est le défi des autorités ukrainiennes après les frappes russes massives encore sur les installations énergétiques du pays, des frappes de drones et de missiles qui ont fait au moins 4 morts à Dnipro et à Kharkiv. Dans la nuit de vendredi à samedi, la Russie a tiré au total plus de 458 drones et 45 missiles sur l'Ukraine, selon Kiev. On va justement faire le point avec la correspondante de France 24 en Ukraine qui nous attend, Emmanuel Chaz. Bonjour Emmanuel. Emmanuel, je le disais, nouvelle série donc de frappes russes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes. On en a l'habitude. Et maintenant, les autorités tentent de rétablir au plus vite le courant et le chauffage. Oui, tout à fait. Il s'agissait en fait de l'attaque la plus grande qui a eu lieu sur ces infrastructures avec Ukrenergo, le premier fournisseur public d'électricité, qui déplore que toutes ces centrales thermiques ont été soit endommagées, soit détruites. Parmi ces centrales thermiques, il y en avait qui avaient déjà été fortement endommagées puis reconstruites, endommagées en 2023, reconstruites et rouvertes en 2024. Hier, en fait, il n'y avait plus aucune électricité produite par de telles centrales, donc il y a eu des coupures de courant, des pannes de courant à travers le pays qui ont duré au minimum quelques heures, mais les blackouts étaient surtout, même dans les grandes villes comme Kiev ou Kharkiv où je me trouve, vraiment sur toute la journée. Pour vous donner une idée, il y a même des supermarchés hier qui avaient fermé ici dans la ville. Il n'y avait plus d'eau, plus de chauffage, plus d'électricité. L'électricité a commencé à revenir le soir. Il y avait des problèmes de voltage, donc ça repartait assez rapidement. L'eau a commencé à être rétablie, l'eau courante, seulement ce matin. Donc ce sont des conditions de vie assez, même très difficiles pour les 1,3 million d'habitants de Kharkiv, mais pas seulement, pour tous les Ukrainiens à travers le pays. Ici à Kharkiv, aujourd'hui, le métro ne fonctionne pas. Vous voyez une bouche de métro derrière moi. Ce métro, ces stations, elles servent encore d'abri en cas d'attaque, puisqu'il faut bien garder à l'esprit qu'à tout moment, on peut avoir besoin de se mettre à l'abri des missiles ou des drones russes, donc des conditions de vie extrêmement difficiles. Hier, aux frontières ukrainiennes, pendant plusieurs heures, des citoyens ne pouvaient plus passer de l'autre côté de la frontière parce que les systèmes électroniques étaient également affectés. Donc on voit qu'il y a des conséquences très lourdes, non seulement au niveau énergétique, au niveau de l'eau, au niveau du chauffage, au niveau de toutes les infrastructures du pays. Et ne pas oublier non plus que même les trains ont eu plusieurs heures de retard, comme le réseau ferroviaire a été également lourdement touché. Emmanuel, les yeux sont également tournés ces derniers jours sur l'est de l'Ukraine, sur le front, et notamment sur la ville de Pokrovsk où les Russes sont à l'offensive. Quelle est la situation sur place ces dernières heures ? Absolument, les yeux sont tournés sur Pokrovsk. Ça fait plusieurs semaines maintenant que les Russes ont vraiment intensifié leurs assauts contre la ville. Il y a des dizaines d'assauts par jour. Il y a des centaines de soldats russes qui sont infiltrés à même la ville et des dizaines de milliers de soldats russes qui sont autour. L'objectif russe, c'est d'encercler totalement la ville, ce qu'ils n'ont toujours pas réussi à faire selon Kiev. Alors c'est important pour l'Ukraine de garder les voies de communication, les voies d'approvisionnement ouvertes vers cette ville. Et si on se demande pourquoi les Ukrainiens défendent avec tant d'acharnement leur ville de Pokrovsk contre une occupation russe illégale, eh bien parce que si les Russes parvenaient effectivement à conquérir cette ville, à capturer cette ville où ils tuent les civils, c'est documenté par des vidéos, il reste 1 millier de civils qui sont donc aux mains des Russes qu'ils peuvent croiser parmi ces Russes infiltrés, eh bien si les Russes parviennent effectivement à s'établir dans cette ville, ça leur procurera une formidable opportunité de rassembler plus de troupes dans un environnement urbain, donc plus facile en ce qui concerne en termes d'abri par exemple, et ensuite de lancer de nouvelles attaques vers l'ouest, donc vers la région voisine de Dnipropetrovsk, et ça, les Ukrainiens veulent à tout prix l'éviter. Merci beaucoup Emmanuel pour toutes vos explications. Emmanuel Chaz, la correspondante de France 24 en Ukraine. Donc.